Voyons voir si je peux sentir de l'air sortir de là. Non, ici il n'y a pas de courant d'air. Je ne sais pas jusqu'où cela va. Ce n'est pas exactement une rampe interne, mais c'est une pièce importante. Je pense que Jean-Pierre sera intéressé. Je ne sais pas du tout à quoi cela pouvait servir. Peut-être est-ce un accident de construction, peut-être pas. Il saura mieux que moi. De retour à l'hôtel, Jean-Pierre examine les photos de Bob. Ensuite, il vérifie sur les plans de la pyramide si cette cavité derrière l'encoche est décrite ou dessinée, même s'il sait très bien qu'elle n'y est pas. Il regrette de n'avoir pu observer cette pièce par lui-même. Jean-Pierre a le sentiment étrange d'être à la fois si proche et si loin de la résolution du mystère. Pourtant, il possède un certain nombre d'indices pour confirmer sa théorie. Les blocs de parement ont bien été posés en premier. Cela exclut une rampe enveloppante car elle n'aurait pas pu être accrochée sur cette paroi lisse. Le temple de Nyuserere est une preuve que les anciens Égyptiens savaient construire une rampe interne. Les traces fantômes sur la pyramide, avec leur inclinaison à 7%, sont troublantes. Ensuite, les résultats scientifiques de la microgravimétrie sont une preuve indéniable de l'existence de vide en forme de spirale, comme sa rampe, à l'intérieur de la pyramide. Et enfin, la présence de cette cavité découverte par Bob derrière l'encoche. Reste une dernière énigme au cœur même de la pyramide, celle de la construction de la chambre du roi, une chambre toute en granit. La théorie de la rampe interne fonctionne très bien pour acheminer les blocs de calcaire de 2 tonnes en moyenne. Mais comment les ouvriers de l'Antiquité ont-ils fait pour monter des blocs de granit bien plus lourds? Pour l'architecte comme pour l'égyptologue, c'est la partie de l'enquête la plus spectaculaire et la plus complexe à appréhender. Là où j'ai vraiment un doute sur sa théorie, c'est sur son explication de la Grande Galerie. Comment, selon lui, elle aurait servi à hisser les blocs de granit jusqu'en haut. C'est la meilleure explication que quiconque ait faite jusqu'ici sur la Grande Galerie, mais je ne suis pas encore convaincu. La rampe externe, imaginée par Jean-Pierre, ne suffit pas à elle seule à expliquer comment les blocs de granit ont été acheminés au cœur de la pyramide. Sur une rampe à 7%, la force de 600 hommes est nécessaire pour tirer un bloc de 60 tonnes. Or, coordonner autant d'hommes est une gageure. Et si la clé du mystère, c'était la Grande Galerie elle-même? L'architecte est persuadé que cette galerie était la clé de voûte d'un gigantesque système de contrepoids, qui a permis de n'employer qu'une centaine d'hommes pour monter ces énormes blocs de granit. Reste à le prouver. La Grande Galerie est vraiment une structure impressionnante. Mesurant 8 mètres de haut sur 48 de long avec une pente à 50%, elle a intrigué tous ceux qui l'ont empruntée. Cette configuration n'a aucun sens d'un point de vue rituel. Aurait-elle donc été construite pour des raisons pratiques? Si la vision de Jean-Pierre s'avère juste, c'est une véritable révolution pour l'égyptologie. L'enjeu est important. Jean-Pierre, tu es l'homme de la théorie. Tu as plein de choses à expliquer. Premièrement, comment expliques-tu ces banquettes? Sur ces banquettes, il y avait des rouleaux. Des rondins de bois? Oui, des rondins. Et sur ces rondins, il y avait un chariot pour le système de contrepoids. D'accord. Donc le chariot monte et descend sur les rondins qui sont entre les deux banquettes. Autre question.
Il y a 28 mortaises comme celle-ci. Elles sont sûrement importantes, c'est la première chose qu'on voit. Dans ces trous, tu avais des poutres en bois. Elles servaient à quoi? À maintenir et à garder les rondins alignés. Donc ces rouleaux sont comme des rondins qui avancent sur les banquettes avec le chariot dessus. Et ces poutres en bois-là empêchaient les rondins de s'échapper. J'ai compris. Les rondins qui roulent et le chariot qui glisse, mais est-ce qu'il y a la moindre preuve que cette salle a été utilisée? Je pense qu'en regardant la banquette de plus près, sur la partie verticale, on voit une marque et des griffures laissées par le chariot en roulant. Ce qui ressemble à une trace de pneu de voiture, oui, c'est assez clair. Cette trace brune, c'est de la graisse, tu penses? Tout le long de la banquette, la marque est la même. Donc ce chariot qui montait et descendait, il le lubrifiait avec de la graisse. Et ça se rayait à force de monter et descendre. De temps en temps, le chariot... Vibrait? Oui, il suffisait d'une petite pierre et ça rayait la banquette. Pas mal du tout, ça a bien l'air d'avoir été utilisé. C'est totalement parallèle à la banquette. Ah oui, oui, c'est pas mal. Il y a autre chose au troisième encorbellement. Regarde ces saignées. Oui, tout le long. Tout le long de la galerie et des deux côtés. Elle servait à quoi? Je pense qu'elle contenait des glissières en bois sur lesquelles s'appuyait le chariot contrepoids. Pour les Égyptiens de l'époque, le bois était un matériau rare et précieux. Selon Jean-Pierre, ils auraient donc récupéré ces glissières en bois à la fin de la construction de la pyramide, d'où ces traces de burin. Tu sais, je suis venu ici 50 fois et je n'avais jamais remarqué ça. C'est dingue. C'est une autre preuve qu'un chariot contrepoids montait et descendait dans la galerie. Et ça, ce seraient les stabilisateurs. Mais il y a trop de détails. Tu comprends? Oui, plein de détails. En haut de la grande galerie, il existe un indice supplémentaire. Cette marche remaçonnée était à l'origine taillée en V, peut-être pour faciliter le glissement des cordes. Jean-Pierre pourrait bien avoir raison, mais a-t-il convaincu l'égyptologue? Cela semble si incroyable qu'ils aient construit cette fabuleuse grande galerie uniquement pour faire monter ces blocs de granit. Mais c'est possible. L'enquête de terrain est pour le moment terminée. Mais Jean-Pierre souhaite maintenant aller plus loin. Il cherche à modéliser en 3D sa théorie, lui donner une représentation virtuelle fiable. De retour à Paris, il est contacté par un ingénieur. Cet homme l'informe d'un programme de mécénat appelé Passion pour l'innovation.